Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, dernier épisode de l'année 2021. Bonjour le King, comment ça va? Salut Guillaume, comment vas-tu? Moi Bah, je vais bien. moi ça va super, un superbe réveillon, Noël au top. J'espère que t'as été gâté. Oui, t'étais en famille, tout s'est bien passé. Oui, mes filles m'ont gâté. Merci. Ah, et ben voilà, formidable. Alors, c'est les awards du King. Là, il va distribuer ses trophées. Voilà. Qui l'a marqué le plus cette année? Et bien évidemment, nous ne sommes pas que dans l'UFC. Là, on parle MMA à l'international, tout simplement. Alors, Fernand, on va commencer tout simplement par le prospect de l'année. Vous le savez, on avait eu un épisode qui était dédié au futur du MMA. Et mine de rien, Fernand a été très bon parce que dans le futur, il y avait Brandon Moreno, il y avait Charles Oliveira qui ont depuis, mine de rien, impressionné. Alors, pour toi, le prospect cette année, qui est-ce? Nassoudine Mavov. Bon, bah, il est déjà installé quand même. Euh, quand t'es, quand t'es 12e, t'es pas installé encore. Hmm. C'est-à-dire que après Prospect, il y a Contender. Tu le vois comme Contender déjà? Bah, pour moi, quand t'es 12e, ouais. 12e mais jeune, ça y est, hein, ça commence. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a l'étape il y avait la bascule à passer de, quand tu rentres dans le top 6 tu deviens contender, tu vois. C'est pour ça que je le voyais comme contender, mais très sincèrement, c'est dommage que tu commences par ça, par cette Ah, catégorie-là, parce que ça fait très chauvin, et de parler de Nassoudine, j'aurais préféré qu'on parle de cette catégorie à la fin, pour que ça ne fasse pas trop chaud. On l'a ouvert, boum, Nassoudine. Sauf que Nassoudine, c'est quand même mon élève. Mais voilà, très sincèrement, j'ai regardé en profondeur et j'essayais de comprendre, de savoir en 2021 quel est le prospect qui m'a impressionné. C'est Nassoudine qui m'a vraiment impressionné. Genre, il y a des préparations que tu fais pour que tu puisses j'aime ce côté-là de prendre des raccourcis et je me dis, je vais aller chercher le truc le plus court, je vais lui proposer des chemins compliqués pour qu'on aille vite. Et il a passé toutes les étapes avec bravoure et donc, du coup, j'ai été impressionné. Donc, pour moi, c'est le prospect que je pense va choquer le monde en 2022. alright. Et d'ailleurs, à ce propos, on n'a pas des infos sur le potentiel futur adversaire de Nassourdine Imavov. Euh, il combat en avril et il affronte un top 10. Alright, alright. Qui n'est pas Kelvin Gastelum? Ça, je ne peux pas, je ne peux pas parler, je ne sais pas. Ok, bon bah voilà, voilà. Eh bien, on avance. On avance avec la révélation de l'année. Qui pour toi, justement, a connu une éclosion au cours de l'année 2021? Révélation de l'année, Jiri Prokas. Ah oui, ah oui. Pour toi, c'est le futur champion? Euh, à un moment donné, il sera champion. Est-ce que c'est le futur immédiat? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, il sera champion. En tout cas, si on le pose aujourd'hui avec le champion, je pense qu'il sera champion. Si tout de suite on l'oppose avec le champion actuel, je pense qu'il prendra la ceinture. Le gars n'a que 2 combats à l'UFC, mais il m'a choqué. Il m'a impressionné. De toute façon, c'est simple. Il bat Volkan Osmir. Ensuite, quand il prend Reyes, il fait le combat de l'année. Parce que du coup, comme ça, je spoil dans la Ah bah foulée. voilà, bon bah voilà. Mon combat de l'année pour moi, c'est Jiri Pokasa contre Reyes. Ok, ok. Et justement, par rapport à Jerry Prochaska, est-ce que tu trouves pas que ce côté peut-être un petit peu foufou pourrait lui poser problème à l'avenir, surtout que là il entre dans les combats extrêmement importants, ou au contraire, toi, t'as envie qu'il reste comme ça? Moi, je préfère qu'il reste comme ça. Que ça lui pose des problèmes ou pas, il finira champion. Parce que je veux dire, ce que oui, on est toujours là à dire aux gens, laisse style comment ils vont, Justin Gagey, faut qu'il arrête de prendre des coups, c'est dangereux, machin. Enfin, bon, le gars, il combat comme ça, il combat très bien, il fait son fou, mais il finit toujours par gagner. Le coup de retourné qu'il met, c'est quelque chose de, enfin, c'est archi impressionnant. Non, moi, il m'a impressionné en tout cas. Encore une fois de plus,
je vous parle avec une logique qui n'est que mienne et donc du coup je prie à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi de m'excuser. Je ne parle que de ce qui m'a ébloui. Moi, Jerry, il m'a choqué. Voilà, aussi simple que ça. Choqué. On va passer maintenant à la soumission de l'année. Ça s'est passé du côté du Bellator. Maki, comment il s'appelle? AJ McKee. AJ Maki, voilà. AJ Maki a fait une espèce de neck crown incroyable sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. J'aime beaucoup apporter ça à mes gars, mais c'est un truc assez bizarre. Garde fermé, il a réussi à faire un écran violent et tout. Et pour moi, c'est la soumission. Il y a eu euh, un, un triangle à la volée venu d'un mec qui venait de rentrer à l'UFC, son premier combat, impressionnant, mais pas assez anorthodoxe. Ce truc-là, ce neck trank qu'il a fait AJ Maki, archi impressionnant. Et puis AJ Maki, il est quoi? Il est vaincu sur combien? 16 combats? 18-0 en carrière, Fernand. 18-0. C'est le fils d'un autre Maki déjà. J'oublie son nom. Anthony, Antonio. Antonio. Antonio Maki, et qui était aussi un combattant, un très bon combattant de MMA. Et non, ce petit, il m'impressionne, il est très impressionnant. Et pour toi, là, justement, AJ McKee, est-ce qu'il a fait... C'est terminé pour lui au Bellator, là, faut aller à l'UFC? Oui, je pense qu'il va plafonner bientôt. Enfin, en termes de... Non, je veux dire, le Bellator va plafonner à lui trouver des adversaires bientôt. Ce serait bien, c'est un gâchis. Il faut qu'il se mesure au meilleur mondiaux. C'est un gâchis. Oh, bah voilà. Bah, c'est ce qui est terrible avec le Bellator, finalement. C'est que passer un certain cap, faut que les gars aillent dans d'autres organismes. Enfin, faut qu'ils aillent à l'UFC. C'est ça. Avançons. Le chaos de l'année. Sandagen. Sandagen, coup de genou sauté sur Frankie Edgar. Parfait. Ouais, timing de malade. C'est juste ce qu'il faut. En plus, pas beaucoup d'efforts, pas une grosse détente, pas forcer, juste le bon timing. Tac. Fin de l'histoire. C'était propre. Fin de l'histoire, c'est terminé. Pour toi, est-ce que là, il y a un vrai déclin de Frankie Edgar? Parce que pareil, il s'est pris un autre très beau KO face à Chito Vera sur un front kick. Est-ce que pour toi c'est du déclin ou c'est tout simplement que là il tombe Oui, sur des gars la qui réalité, placent... la réalité, c'est que c'est déjà un miracle que Frankie Edgar soit encore là. Qui de sa génération combat encore? Mm, On se rend pas compte comme il est tout petit, comme il est athlétique et tout, on se rend pas compte qu'il a pris de l'âge. Mais Frankie Edgar, c'est la génération d'avant JSP, quoi. Enfin, c'est vraiment un ancien et c'est la génération des Petit Ben. Il y a plus de mecs de sa génération qui combattent. c'est clair. Donc, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il a fait son chemin et que ce serait bien qu'il lâche l'affaire. Bon bah voilà, voilà. Tant pis pour Frankie Edgar. On va passer maintenant, donc combat de l'année, vous savez, c'était Dominique Reyes, Jerry Prochaska. Combattante de l'année. Combattant de l'année, ça va être difficile de dire quelqu'un d'autre que Rose Namajunas. Tough Rose. Ok, ok, ok. C'est quoi, Et c'est... putain, elle n'a fait que 2 combats C'est ça. avec la même personne, où ils ont allé, où ils ont retour. Mais bah, c'est pour la ceinture, c'est puissant. Il y a d'autres personnes qui ont fait 3 combats. Manon Fioré, elle a fait 3 combats en 2021, mais Manon, elle a fait 2 beaux finishes, une décision, pas pour le titre, pas le même niveau que Wellizan, donc du coup, je comprends qu'elle ne soit pas choisie. Non, il n'y a pas beaucoup les filles n'ont pas été très actives, hein. Alors, je te parle même pas de... Il y a une fille qui a fait 4 combats. Ah, C'est qui? je... je ne sais pas. Kayla Harrison. Oui, mais c'est 4 vrai. combats. Mais c'est pas Mais la même adversité. mais des chèvres, c'est même plus des chèvres, ce sont des chevreuils. Genre, il y a une fille, elle s'appelle Mariana, elle a genre quoi, 17-12. Il y a une autre qui a 3-2. Il y a la dernière qui a, enfin, c'est incroyable.
C'est pas possible que, enfin, c'est dommage, quoi, qu'avec un tel niveau, une telle puissance, et je crois qu'elle est aujourd'hui invaincue sur 10 combats. C'est ça, elle est invaincue en carrière. Tu Ouais, penses que toi, ça voilà. peut être un handicap, ça? Avant son passage peut-être à l'UFC? Bah, oui, c'est clair. C'est clair que, arriver au niveau de hype qu'elle a, au niveau de performance qu'elle a, parce que quand elle va mettre les pieds à l'UFC, on va pas lui faire des cadeaux. On Bah, va c'est pas lui direct le envoyer du titre. lourd. Voilà, quoi. On va lui envoyer du lourd dans la foulée. Donc, elle va se prendre Amanda Nunes. Ça va pas être la même sauce, hein. Amanda Nunes, tu l'amènes au sol, tu es en danger de soumission, tu restes debout, tu te prends des parpaings, enfin, des bouches d'égout, ça va être autre chose, hein. Donc, mais en tout cas, voilà, celle qui m'a paru la plus pertinente sur 2021, c'est Rose Namajunas. Bien, on va passer maintenant au combattant de l'année. Va-t-on avoir un nouveau Cocorico? Va-t-il être d'accord, Fernand, avec Daniel Cormier? Je sais pas ce que Daniel Cormier a dit, mais moi, je pense que Ousmane Camaro est le combattant de l'année. Ok. Bah, il n'a fait que des combats pour les titres. Ok, Gilbert Burns, non, Masvidal? Masvidal, Covington, que des combats pour le titre. Parmi lesquels un violent KO qui aurait pu être le KO de l'année sur Masvidal. Euh, Difficilement battable. Un champion qui fait 3 combats en une année, difficilement battable. Avec même celui qui pourrait se rapprocher de lui, c'est peut-être Charles Oliveira, parce que bon, il a fait sa défense de ceinture en plus d'une ceinture qu'il a fait éventuellement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Francis pareil, Cyril pareil, il aurait pu, mais encore une fois de plus, il a fait un titre intérimaire, pas un titre définitif, undisputed. Il a fait 2 gros combats à la décision, plus un finish pour le titre intérimaire, mais pas assez suffisant pour inquiéter le Nigeria Nightmare. Bah voilà, alors les haters en commentaire qui doutent de l'objectivité. Bah voilà. Bon, Fight. mais là, c'est difficile de ne pas être objectif, là. C'est Daniel fâché. Cormier a dit Cyril Gann. Oui, il y a beaucoup il y a beaucoup d'analystes, de journalistes qui ont dit Sergan. Vraiment, il y en a eu pas mal. Il y a eu, j'ai même eu carrément certains qui ont dit Fernand Lopez comme coach de l'année, mais encore une fois de plus, entre la passion qui parle et que les gars sont chauds et qui sont en train de, au moment où il y a le commentaire du truc et puis ils s'enflamment, et puis la réalité c'est que Ousmane a mis la barre très haute avec ses 3 défenses de ceinture. Est-ce que tu captes le truc? C'est un champion. C'est pas qu'il va chercher. C'est clair. C'est pas Charles Oliveira qui va chercher une ceinture. Non. Lui, il a défendu 3 fois sa ceinture sur une année. Oh, c'est difficile de le battre. Et surtout face à des mecs, enfin c'était pas des, justement c'était, on se raclait pas les fonds de tiroir. C'est ça. C'est ça. Ce sont des vrais clients, tu vois. Et le seul qui avait, et moi c'est surtout ce qui m'a impressionné avec Kama Ousmane, c'est le seul, tu vois, on pouvait se dire justement, c'était Masvidal, il est 6ème, il l'a déjà battu, quel intérêt? Bah il a réussi à faire encore mieux que lors du premier combat en claquant un KO de l'espace. Encore mieux que le badge. C'est ça. Il a juste traversé. Donc, impeccable Kama Ousmane, mais juste... Non, mention spéciale, tu peux rien dire. Mention spéciale, mais est-ce que on se projette un petit peu, là on a fait le tour sur 2021, est-ce qu'en 2022, ça sera pas la fin de Kamaru Usman finalement, ou toi tu t'es assez serein? Parce que là, il est tout en haut, mais... Pourquoi, mais? Mais, bah, personnellement, moi je pense que il y a la revanche avec Burns qui est pas très loin, parce que Burns, mine de rien, il a bien rebondi. Il y a Vicente Luque qui pourrait, je pense, lui poser problème, et il y a Khamzat Chimaev. Donc en gardant le même degré d'activité, je pense qu'il va devoir passer ces 3 gars-là. Oh. Non. Ils sont pas prêts. Gilbert Burns est prêt. Il peut.
à condition d'accepter de modifier son jeu et de devenir ultra agressif au sol. Euh, Vicente Luque, c'est mon ami, attention, c'est vraiment mon gars. Voilà, on s'aime beaucoup, voilà. Mais c'est dur, c'est difficile. Ousmane, c'est une pierre, c'est difficile. En gros, il faudrait que Vicente ait de la mobilité un peu plus. Il n'a pas beaucoup de mobilité. Même ses soumissions, son bravo choc, qui est sa spéciale et tout, avec un cou large et des épaules larges comme Ousmane, c'est dur. Qui d'autre? On parlait de Ramzat. Hamzat. C'est un peu tôt. Ok. Ok, ok. C'est-à-dire que on a vu Hamzat lutter contre le Jack Hermanson. Scandinave Jack Manson. On a bien vu que ce n'est pas non plus le meilleur lutteur du monde, dans le sens où on l'a vu galérer sur la deuxième manche avec Jack Manson. On l'a vu temporiser, jouer la défensive parce qu'il n'avait plus de jeu. Ça n'a pas été facile pour lui ce match de lutte. Jack Emerson lutte un peu dans son pays, qui n'est pas réputé pour être un très bon niveau de lutte. Ousmane Kamaru, c'est un autre niveau de lutte. Ça lutte sérieusement. Deuxième division au niveau des États-Unis, c'est solide. Et il a prouvé à l'intérieur de l'octogone comme à l'extérieur qu'il était un bon lutteur. Donc, il a au moins de quoi annuler la lutte de Hamzat. Du coup, il reste quoi? Il reste ça. Il n'est pas en moindre. Il n'est pas en reste, il n'est pas perdu. Ousmane n'est pas en mode, oh, je sais pas boxer, je suis battu, tu vois. Ça va boxer dur et donc, du coup, je suis pas inquiet dessus. Par contre, il y a un match que j'aimerais voir en 2022 et j'espère qu'à un moment donné, on va y arriver. Allez, allez, allez. Bah, Ousmane et Adesanya, quoi. Ah ouais. Tu penses que ça pourrait arriver? Ça pourrait. Ok. Moi, personnellement, tu vois, c'est ma petite pièce. Je pense qu'Adesanya va perdre dans sa revanche face à Whittaker et je pense qu'on verra Whittaker contre Kamaru Usman. C'est archi facile. Je pense que c'est le meilleur chemin, c'est le meilleur souhait pour qu'il n'y ait plus Adesanya pour que le chemin soit plus facile. Mhm. En tant que panafricaniste et tout, ça m'arrange bien que les deux ne s'affrontent pas pour ne pas mettre l'huile sur le feu. Cependant, c'est un combat qui donne des frissons. Imagine juste si c'est faisable. Adesanya versus Ousmane tout de suite là maintenant. Pas après, pas quand Adesanya est fatigué, pas quand, là tout de suite quand c'est chaud bouillant, quand les deux sont à leur prime. Imagine ce que ça donne. Mmh. Moi, je pense qu'ils vont taper les 3 millions de pay-per-view. Ah Je ouais, pense tu penses que ça déchaînerait justement les foules, un combat comme ça? Je pense qu'ils vendent toutes les places au stadium de Nouvelle-Zélande. Je pense que... Ok. Et tu penses que ça pourrait se faire? Ou enfin, tu sais, en dehors du côté... Enfin, effectivement, c'est... Je pense que rien n'est figé. D'accord. Et que derrière les façades qu'on montre de l'unicité, de l'amitié et tout ça, des fois, il y a des envies qui font que ça peut donner envie de juste dire, bon, j'ai envie d'être le boss. C'est que moi, je suis Ousmane, je peux plus descendre, je peux pas faire 70 kilos, je peux que monter. Bon, je fais comment? Mmh. Voilà quoi, c'est trop risqué de descendre quand tu t'appelles Cody Garbrandt, que tu descends et que tu te manges un KO.
étant descendu, bah, ta carrière elle est foutue. Enfin, normalement, tu vas vers le haut pour défier les gens, tu vois. Et là, le seul chemin qui reste à Ousmane, c'est de monter. Mais effectivement, monter pendant qu'Adesanya est là, c'est Nigérien contre Nigérien, quoi. C'est pas possible. Mais du coup, c'est le combat rêvé. Imagine le stade de Lagos. Je sais même pas, c'est quoi la capacité du stade de Lagos? Ah bah là, il serait obligé d'en faire un autre, je pense. Mais ce serait Ouais. beau. D'ailleurs, Fernand, tiens, peut-être que t'as des infos là-dessus. Tout ce côté UFC Africa, est-ce que ça reste là aujourd'hui dans le domaine du rêve pour l'instant? Ou on s'en Oui, rapproche? Ouais. on a été très, très chaud. À un moment donné, ça s'est rapproché beaucoup, mais ça a reculé parce que la réalité fait que le Covid a complètement réduit à néant les chances d'avoir un UFC tout de suite en Afrique. Ok. Bon. Parce que l'UFC joue la sécurité à mort. L'UFC ne va même pas dans un État qui complique un peu la loi. Pour te dire simple. Alors que s'il y a un État qui demande qu'on mette les masques, l'UFC n'y va pas faire l'UFC. Alors, je te parle par le fait de déplacer tout le monde à un autre endroit qu'à Abu Dhabi où tout est gratuit. Alors que aller en Afrique, nous, Arès, on y est allé, c'est pas pareil. C'est le budget d'un Arès en Afrique, c'était 1,5 million, alors que le budget d'un Arès aujourd'hui, il est autour c'est le tiers, quoi. Donc, euh, c'est très cher d'aller de déplacer tout pour aller faire un événement en Afrique quand on n'a pas la sécurité. D'autant plus que certains pays d'Afrique aujourd'hui sont à tort classés rouges. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, c'est salement classé rouge. Mm. Ouais. Moi, j'ai une ceinture qui sera faite sur Arès le 3 février et j'ai un Sud-Africain qui va faire la ceinture et j'ai déjà préparé un spare et une troisième personne pour remplacer au cas où il ne fait pas le voyage. Ok. Et pourtant, ce Sud-Africain, il est triplement vacciné, il a tout ce qu'il faut comme papier, tout est facile pour lui de voyager, mais il est dans la zone rouge et c'est très compliqué de le déplacer. Oh là là, ok. Bon, donc en 2022, ce double teasing. Donc, donc il y a Adesanya contre Kamaru Usman, qui est un combat que t'aimerais bien voir. Est-ce qu'il y en a un autre où tu te dis, ça te ferait quand même un peu vibrer? Moi personnellement, je pense que chez les lourds, il y a. C'est Regan John Jones. Alright, ok, bon bah bingo. Oui, Yes. c'est Regan John Jones. Je pense que tout le monde est un peu curieux de voir ce que c'est. Vraiment, pas en tant que coach, vraiment en tant que spectateur, en tant que fan, je suis impatient de voir comment les deux mélanger leurs skills. Et Ce qu'il dit Anthony Smith n'est pas con. De dire, moi j'ai affronté John Jones. Il a tenté de m'amener au sol 10 fois. J'ai défendu 8 amenés au sol. Cyril se déplace mieux que moi. Il est possible qu'il pose des problèmes d'amener au sol. Il dit également, moi j'ai la même force que John Jones et le même gabarit. Et du coup, ça a fait un match assez compliqué pour moi. Si Cyril, qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus technique en boxe que John Jones, arrive, je ne suis pas sûr que John Jones gagne. Ça attise ma curiosité. Je ne prends pas ça pour argent comptant. Enfin, ne venez pas me dire, oh, on a vendu ceci, la peau avant d'avoir tué tel animal. Non, calmez-vous, j'ai rien dit de la sorte. Je dis simplement que c'est sûr ça va se faire à un moment donné. Que Cyril gagne le 22 janvier ou qu'il perde, il y aura combat avec John Jones. Il n'y a pas 15 000 poids lourds. Tous les poids lourds vont se rencontrer à un moment donné. À l'heure actuelle, il y a déjà une clause John Jones dans le contrat de Cyril, de toutes les façons. C'est le seul qui a une clause John Jones dans le contrat, avec son nom et un montant à côté du nom. Donc, on sait que ça va se faire. Et donc, oui, ça m'excite, ça fait partie des combats qui m'excitent. Et puis, bien entendu, Charles Oliveira contre Justin Gage. ok, et ben voilà. Alors, attends. Avant de parler de la catégorie lightweight, déjà, il y a quelques mois, tu m'avais dit justement, enfin, tu avais dit dans King and the G, voilà, tout le monde avait été mis dans la confidence que toi,
peut-être de temps en temps tu n'endormais pas la nuit justement de Joe Jones qui montait chez les poids lourds. Est-ce que pour toi c'est plus difficile de préparer le combat contre... Enfin, tu penses que d'un point de vue préparation c'est plus dur Francis ou plus dur John Jones? Ouais, c'est plus difficile, John Jones. Il y a beaucoup plus de problèmes à résoudre. Alright, alright. Bon bah... Don't get me wrong. hmm. Francis, c'est un vrai champion. Il est extrêmement solide. Tu te rappelles de mon pronostic vis-à-vis de Sipé. Qui s'est avéré juste? Il va le brutaliser. Donc, je sais exactement ce à quoi va faire face Cyril le 22 janvier. Je sais exactement ce à quoi va faire face Cyril. Si j'ai pu prédire à la virgule près ce qui allait être Sipé Francis 2, je peux prévoir. Je peux me tromper, mais je peux prévoir en tout cas. Et donc, je sais que Francis, c'est un gros morceau. Cependant, c'est pas difficile à comprendre. Plus il y a des armes à gérer, moins il y a de... Voilà quoi. Il y a, en gros, tu as quelqu'un qui va tirer un bazooka. Tu sais que c'est un bazooka, tu sais où il est le bazooka. Tu regardes le canon vers où il va. Si tu peux te cacher et mettre à l'abri, bah, t'esquives. Mais il y a un gars, tu ne le vois pas, il est caché et puis il t'envoie des flèches, des couteaux, des petits pics et tout. À force, c'est un peu compliqué à gérer ça comme game plan. C'est aussi simple que ça. Oh la métaphore, voilà, je pense que tout le monde a compris. Et donc, Geji, Charles Oliveira, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat-là, au-delà de l'opposition de style? Ce qui m'intéresse, c'est que on a un chien de la casse qui ne va jamais rien lâcher. Il s'appelle Justin Gaethje. Mais quand je dis rien lâcher, je le vois préférer s'endormir que de taper en soumission. Je ne le vois pas reculer parce qu'il y a Charles Oliveira qui a réussi un combo ou un genou sauté ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça va être une guerre genre tôt, comme disent les Américains, genre ça va se coincer, ça va taper à mort et j'aime ce côté rugueux technique. Ça me fascine les combats où il y a une brute épaisse qui ne va pas se laisser faire, qui va se battre comme un beau diable et quelqu'un qui a besoin d'être soigné pour trouver le bon timing, pour la bonne technique, le bon coup, le bon machin. C'est ultra fascinant pour moi. Alright. Et bah, affaire à suivre. En tout cas, ça devrait arriver normalement, puisque Justin Gaethje devrait obtenir le title shot. Pour toi, pour 2022 toujours, qui va choquer la planète en 2022? Quelqu'un auquel on ne pense pas spécialement, mais qui pour toi va être un des gros acteurs de l'année prochaine. Je pense qu'il y a deux personnes qui me viennent en tête. Euh, Abdullah Abdouragimov. J'en étais sûr. Yes. Ok. Ouais. Abdullah Abdouragimov et Marcel Chichev. Alright. Et c'est quand tu dis choquer la planète, c'est à quel niveau? Donc là, ils sont tous les deux pour l'instant sous contrat avec Ares. Oui. Mais ils sont bien connus déjà. C'est que ce matin, j'ai parlé encore de Marcel avec Ming Ménard, Ah oui, le d'accord. matchmaker de l'UFC. Donc, on a l'impression qu'il a des éléments qui peuvent faire de lui une star. Et je pense qu'il pourrait choquer le monde. Mais encore une fois, je prends beaucoup de précautions parce que on a vu des personnes qui sont sorties comme des étoiles filantes et ont disparu très rapidement parce que c'était très fort, parce que c'était impressionnant. C'est des... Abdul, il est rompu. Hein. Il y a rien qui va changer. Il est mentalement prêt. C'est quelqu'un avec lequel je parle de tout. Je parle de ses peurs, de ses craintes, de ses faiblesses. Et c'est ça qui me fait comprendre qu'il est très, très fort. Quand tu n'arrives pas, quand il y a des athlètes qui n'osent pas te parler de leurs points faibles, de leurs faiblesses, qui n'osent pas encore tu sais qu'il y a une fragilité. Abdul est solide au point où il est capable de dire je me chie dessus quand je vais combattre, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Ça, c'est être très, très solide. Et puis Marcel, il a le packaging qui est beau. C'est un, c'est une bête.
C'est une belle bête, quoi. Enfin, Mais d'ailleurs, il- durablement heavyweight, ou pourquoi pas aller en light heavyweight? Parce qu'il était, je crois, c'était quoi, 106 kilos, je crois, pour Ares? Mhm. Et donc toi, tu le veux en moins de 93 ou chez les loups? Enfin, du coup, chez les loups ou chez moins de 93? Non, il est à partir du moment où il y a la vitesse qui va avec, l'explosivité qui va avec, ce mec-là est capable de faire des genoux sautés à une hauteur, au niveau de la tête de Cyril. Donc, quand un mec de 106 kilos peut faire une détente sèche et son genou dépasse la tête de Cyril Gann, c'est bon, quoi. Il y a de la vitesse, il y a de la vitesse, il y a de l'explosivité, bon, voilà. Donc, si tu veux, voilà. Il manque le côté expérience. Il est encore très, très jeune. Il est encore fragile. Euh, faut pas le griller, faut pas le brusquer. Mais quand il prend du plaisir, comme là, il a rencontré du plaisir, il y a un truc en lui où tu sens que il est né pour faire ce truc. Il y a un petit truc là où tu sens qu'il embrasse le public, le combat il est terminé, il se met à distribuer des bisous au public comme ça. Ce sont les gestes indicateurs de quelqu'un qui est timide, mais qui peut se découvrir comme étant une méga star si jamais l'opportunité lui est donnée et qui continue à avoir du succès. Donc voilà, c'est ce que qui me viennent tout de suite en tête et ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tout le reste du roster ou toutes d'autres personnes que je connais, mais ça, c'est des personnes que personne ne connaît du tout. Hein. C'est que, non, si, Abdul, on le connaît quand même. Si je devais choisir ce qu'on ne connaît pas du tout, j'aurais dû parler de Non, mais c'est Marcel connu. Pardon, mais je veux dire et de, connu, mais et dans de le microcosme. C'est ça aussi, du MMA voilà, français. voilà, 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 c'est ce que j'allais dire. Mais ce que je vais dire, c'est que euh, un gars comme Taylor, c'est inutile d'en parler, quoi. Et c'est bon, il est connu déjà. C'est C'est ça. pas ce que je veux dire. Un gars comme Sean O'Malley, c'est Il fait même partie des si, meubles. même Bah, si, je... cela dit, son année 2022 sera déterminante. Hein. Sean O'Malley. voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, pas que lui. T'as pas vu l'adversaire qu'on a mis à Oui, Paris de Pam. j'ai vu ça. Pour l'instant, ça reste une rumeur. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Enfin, je trouve ça bizarre. Donc c'est Donald Cowboy Cerrone. Ce serait bizarre, non? Ce serait terrible, non? Enfin, pour moi, ça signifie qu'on ne respectait pas du tout ce Donald, quoi. Exactement. Ça blesse, quoi. Et c'est un monsieur, Donald Cerrone, c'est un monsieur. Okay. Même si on sait que sur le terrain, Paris pourrait le battre, mais par respect, on ne doit pas lui faire ça, on ne doit pas l'humilier comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, Je bah sais je pas. partage ton avis. Ouais. Non, ce serait dur de faire ça. Bah, un gars qui a eu quasiment 40 combats à l'UFC, son cadeau d'adieu, c'est ça. Non. Non. Je crois qu'il combattait que Paris faisait encore dans les couches, je crois. Enfin, c'était un bébé. C'est incroyable, tu vois, de, de l'afficher comme ça. Parce que je suis choqué déjà qu'il ait accepté le combat si c'est vrai. Je sais qu'il est très bien payé, mais de là, ça veut dire que l'UFC a tout misé pour l'Angleterre, quoi. C'est que l'UFC, ça veut dire qu'en 2022, ils comptent faire 3 événements en Angleterre et ils se disent, bon, on va fabriquer une star. Il faut qu'on le monte à mort, il faut qu'on le fabrique et puis voilà, quoi. Et on va sacrifier 600 000, on va payer selon 800 000 et on le sacrifie et comme ça, on fabrique une star et comme ça, quand on va en Angleterre, en Irlande et tout, on tue le game. Sans pitié, aucune pitié pour l'UFC. Dernière question, non. Première et dernière question. Vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions King. Ça se passe dans l'espace commentaire. On en sélectionne quelques-unes et Fernand y répond avec plaisir. Donc c'est Bilal Woo qui pose une question. Je souhaiterais savoir comment Fernand voit la progression d'un Charles Oliveira. Comment est-on passé d'un combattant moyen connu pour ses abandons à un mec qui enchaîne Kevin Lee, Tony Ferguson, Chandler, Poirier et qui reste sur 10 victoires depuis 2017? Comment savoir ça? Comment je fais pour le savoir, moi? Je suis pas un magicien, non? Je pense que j'aime être honnête et dire que
Euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir de loin sans être dans Ah son oui. camp d'entraînement. Je ne sais pas qui l'entraîne, je ne sais pas s'il avait changé d'entraîneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il devienne beaucoup plus stable, parce que là, on parle d'instabilité, de stabilité. Je pense que, comment il s'appelle, on parle de Charles Oliveira, il a fait genre 12 victoires d'affilée, C'est ça. sans jamais s'arrêter depuis ses débuts. Et puis à un moment donné, en l'espace d'une dizaine de combats, il a eu 5 défaites d'affilée. Enfin, non pas d'affilée, 5 défaites en mode dents des scies et tout, Mhm. parmi lesquels des noms. Hein. Mais à chaque fois qu'il prenait un nom comme, comment il s'appelle, Jim Miller Jim Miller et tout, il a perdu, même s'il a regagné après, Jim Miller, mais il a perdu contre Max Holloway. contre Paul Felder aussi. Paul Felder, il a perdu. Voilà quoi. Dès que ça se complique un peu, il a eu ce moment-là. Il était, moi, de loin, à mon petit niveau, de loin, je vais juste positionner ça sur le fait que les athlètes, des fois, se cherchent des styles, surtout quand ils sont complets. Il perd par soumission. Il se dit, écoute, je vais aller travailler beaucoup de mon sol. Et là, il revient, il a un sol super bon. Il perd par KO, il se dit, je vais aller travailler ma boxe. Et là, il repère, il travaille beaucoup sa boxe, il repère par soumission. C'est ça un peu qui perd les adeptes, le temps de capter quels sont ses véritables points forts. En se disant, OK, même si je maîtrise la boxe, même si je deviens un tueur à gage en boxe, mon joker, quand quand ça devient compliqué et que les choses deviennent when the shit hits the fence, je sais pas comment le dire. Hein. Voilà. Quand ça Dès que, devient, ouais, quand c'est la merde, quoi. quand c'est la merde, quand la merde frappe le ventilateur. Bon, et, 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 euh, et quand ça arrive, je m'accroche à ça parce que je suis bon au sol, je me raccroche au sol. Et je pense que Charles, il a retrouvé ce truc-là où il sait, OK, j'ai mes bases, j'ai mes points forts, je me connais. Et je pense qu'aujourd'hui, il se connaît mieux. Et depuis qu'il se connaît, il a stabilisé. Mais encore une fois, ça, c'est un seul facteur. Et là, le succès, la stabilisation peut être multifactorielle. Ça peut être parce qu'il a une belle famille, parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qui prend soin de lui, parce qu'il a des enfants qui le stabilisent, parce qu'il a un nouvel entraîneur, parce qu'il a passé un problème qui était sous-jacent, parce qu'il avait perdu un membre de sa famille. Enfin, c'est tellement multifactoriel que venir là vous raconter que je suis un magicien j'ai compris comment il a fait, Charles Oliveira, je serais un gros, quoi. Je serais un gros mytho de raconter ça. Je ne sais pas. Et pour toi, c'est pas aussi une question, peut-être, hein, de, on va dire, parce qu'on a eu la même, enfin, pas vraiment la même chose, mais tu vois, avec un Max Holloway qui a eu un début de carrière compliqué à l'UFC, et puis ensuite, il est devenu le Max Holloway qu'on connaissait aussi. C'est pas aussi un temps d'adaptation avec cette grosse machine UFC, peut-être? Parce que toi, jusqu'à maintenant, à part peut-être Taylor, tous tes combattants qui sont arrivés à l'UFC, ils étaient déjà matures, en tout cas en termes d'âge. Peut-être pas en termes de carrière, mais en termes d'âge. Absolument. Mais la maturité, ce n'est pas que, voilà. C'est bien de différencier ça, l'âge et la carrière, parce que si je devais donner les comebacks de carrière, de l'année ou de carrière, moi, je parlais de Charles Oliveira parce que c'est un comeback terrible, mais je parlais aussi de Rose Namajunas. Mhm. Ouais, À un c'est moment clair. donné, sa carrière n'était plus en mode elle va devenir championne un jour dans sa vie. Quoi. Elle a rebasculé les choses, elle est revenue, elle a stabilisé. Donc, encore une fois de plus, je te jure, il faut être un magicien pour comprendre ce système. Je pense que il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, il y a tellement de choses. Comment on peut définir c'est quoi le truc? Est-ce que c'est parce que tu as rencontré un préparateur mental qui est solide? Est-ce que c'est parce que ton préparateur physique, il est bon? Est-ce que c'est tellement multifactoriel? Je n'en sais rien. Et pour toi, Fernand, là, ce sera ma dernière question. Est-ce que l'UFC, finalement, c'est possible en dehors, tu vois, des quelques exemples comme type John Jones ou les très jeunes, enfin, ou les très rares exemples, d'arriver à l'UFC, de débuter quasiment à l'UFC, tout en étant jeune. Parce qu'on a l'impression que même si l'UFC grandit au fur et à mesure et prend véritablement de l'ampleur, il y a toujours besoin de d'abord faire sa carrière dans des ligues dites locales et ensuite d'arriver à l'UFC. Si, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent frais. Hein. On a de plus en plus de gens qui arrivent avec, je sais pas, 4 combats,
5 combats. Ok. Ça montre que les gens de plus en plus arrivent. Non, je pense que c'est possible. Ok. Euh, Cyril est arrivé avec 2 combats, quoi. Mais dans le sens, pour moi, justement, Cyril, c'est une exception. Tu vois, si en gros, ils peuvent généraliser ça et de se dire qu'aujourd'hui, des gars arrivent 1-1, boum, ça va être à l'UFC ou au contraire, il faut... Pour leur économie, c'est trop risqué. D'accord. Une petite économie comme Ares, ça va encore. Nous, on mise sur des personnes qui, je parlais de Temelan, il a 1 combat, il vient, il fait 2 combats. Je parle de Marcel, il a 2 combats, il vient faire un 3e combat. Enfin, je parle des personnes parce que à notre échelle, l'erreur peut être permise. À l'échelle de l'UFC, tu as envie d'écumer et donc ce que tu fais, c'est quoi? Ce que tu envoies des petites organisations en éclaireur pour te tamiser, pour écrémer, ouais. Voilà, écrémer un peu et sortir les meilleurs et puis te les ramener à la surface. Voilà. Bah voilà, parfait monsieur. Bah voilà, c'est la fin, c'est terminé. Les différents trophées du King. Le King qui va recevoir un trophée très bientôt. Honnêtement, là il y a un petit teasing, hein, il sera dévoilé mercredi je crois, ou jeudi. C'est quoi ça? C'est un trophée de quoi? C'est trophée de l'année amplement mérité. Vous allez voir là aussi, je pense que les gens seront ravis. Il y en aura un aussi pour Cyril, pour qu'il n'y ait pas de jaloux et que personne ne se tape dessus au sein du MMA Factory. Et il est très beau. Il est très beau, il fait 40 cm. Attention, ce trophée. 40 cm, il pèse 4 kilos. Voilà. Ah ouais, ah oui, non. Ah non, on a fait ça bien. On a fait ça bien, c'est un véritable objet de collection. Voilà. Ah oui, non. Ah oui. Merci par avance. Et puis, je suis impatient de savoir déjà pourquoi, qu'est-ce que j'ai, à quoi je dois ce trophée-là, c'est ça. Ah bah Fernand découvrira comme tout le monde le jeudi, mais en tout cas c'est pour cette très très bonne année 2021 qui a été effectuée, en tout cas bravo. Bien, bah on se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour la suite, on va peut-être commencer à monter en pression pour l'UFC 270, peut-être même que vous allez avoir droit pour ce début d'année 2022 à des King and the G en présentiel, qui sait, peut-être qu'il va se passer ça. En tout cas, merci de votre fidélité. Et puis le King, bah, très, très bon réveillon pour cette année 2022. Et puis voilà, tous mes vœux de réussite. Merci infiniment. Et puis ceux qu'on ne verra que l'année prochaine, bah écoutez, je vous souhaite en avance une meilleure année 2022. Allez, à la semaine prochaine. Salut, merci.